Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, la digitalisation des données nouvellement instaurée dans la filière café serait à l'origine du retard de paiement des cultivateurs de cette denrée, un ralentissement dénoncé par les propriétaires des usines privées œuvrant dans ce secteur. La lutte contre le sida au Burundi risque de connaître d'énormes difficultés suite à la diminution des appuis accordés à ce secteur. C'est du moins une des inquiétudes exprimées par le secrétaire exécutif permanent de l'institution publique chargée de la lutte contre le VIH-Sida. C'était ce mardi lors d'une réunion avec les responsables de l'ONU-Sida. Vous le suivrez dans ce journal. Et comme tous les mercredis, la deuxième partie de ce journal sera consacrée au mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, il sera question de la pénurie de bancs pupitres et du matériel scolaire qui compromettent l'apprentissage des enfants. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Le gouvernement tanzanien, en collaboration avec le HCR, continue de compliquer la vie des réfugiés burundais installés sur son territoire. Ce mercredi, les responsables du secteur éducatif dans les camps ont été informés que les quelques écoles encore en activité allaient à leur tour fermer, certaines immédiatement, d'autres un peu plus tard. On leur a même demandé de désigner eux-mêmes celles qui devraient fermer en priorité, une exigence qu'ils ont catégoriquement refusée, estimant qu'il s'agissait d'un piège leur tendu. Suivez le témoignage de l'un des participants à cette réunion, convoqué par Georges Ndalo, chef du service éducation au sein du HCR en Tanzanie. En tant qu'enseignant, directeur, coordinateur ou inspecteur, nous sommes vraiment scandalisés car c'est la première fois qu'on nous réunit pour nous impliquer dans la fermeture des écoles. Cette réunion a été tenue par un Tanzanien chargé de l'éducation au sein du HCR. Ce dernier nous a clairement fait savoir qu'il avait reçu l'ordre de procéder à la fermeture de tous les établissements scolaires. Il nous a alors demandé de lui donner 2 noms d'établissements qui vont rester et qui vont accueillir tous les élèves. Mais on lui a dit que cela nous était impossible. Ce qu'on a constaté, c'est que le HCR nous a lâchés car ce cadre travaille pour cette organisation onusienne. On lui a expliqué que les enfants ont fui pour des questions sécuritaires et non parce qu'il manquait de salles de classe et que donc le plus important est de les garder en sécurité et non de les renvoyer au Burundi pour y poursuivre leur scolarité. Nous attendons la réponse des Nations Unies pour savoir s'ils vont nous envoyer au Burundi pour y être exécutés ou s'ils comptent nous laisser mourir ici ou encore s'ils comptent nous trouver un autre pays d'accueil. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur les inquiétudes exprimées par les réfugiés burundais quant aux conséquences possibles pouvant découler de la fermeture de ces écoles. Parlons à présent justice, où la Cour d'appel de la commune Mouha a rejeté hier l'appel interjeté par les avocats du docteur Christophe Sahao, validant ainsi le premier jugement qui condamnait cet ancien directeur général de l'hôpital Kira à 20 ans d'emprisonnement et à la confiscation de tous ses biens. Une sentence que plus d'un juge plus politique que judiciaire. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Justice toujours. Le docteur Patrick Lutango Mutwenzi n'est pas détenu par la loi, mais plutôt pour une raison non avouée. Réaction de maître Lambert Nigarura, ce défenseur des droits humains, interpelle la personne derrière l'emprisonnement du docteur Lutango Mutwenzi de se ressaisir et de le libérer afin de redorer l'image du pays. Suivez maître Lambert Nigarura, il est aussi président de la CEPCPI. Le maintien en détention du docteur Patrick Lutango Mutwenzi est tout simplement une honte pour le pays.
Nous tenons tout de même à remercier la justice burundaise qui a fait correctement son travail. Dr Lutango Mutwenzi fait partie des rares médecins burundais qui ont décidé de revenir au Burundi pour servir son pays. En plus d'être médecin pédiatre, Lutango Mutwenzi fait partie d'une organisation internationale des médecins qui lutte contre le sida. Cette organisation a écrit une correspondance au président de la République en février 2025 pour lui demander d'intervenir pour faire libérer le docteur Lutango Mutwenzi. En tant que magistrat suprême, il avait ses prérogatives. Malheureusement, aucune réponse n'a été donnée. Le même mois, cette organisation internationale des médecins dont fait partie le docteur Lutango Mutwenzi ont adressé une correspondance à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Cette dernière n'a jamais bougé. Et aujourd'hui, il est maintenu en prison en violation de la loi de la procédure. Notons également que la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale a saisi le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire pour ce cas du docteur Lutango Mutwenzi. Nous attendons toujours la réponse ou les démarches qui seront menées par ce mécanisme au Niger. Mais aujourd'hui, le fait de maintenir en détention Lutango Mutwenzi démontre que finalement, le procureur général agit sous les ordres d'un groupe ou d'une personne qui n'est pas connue, mais qui a un pouvoir qui dépasse les instances ou les institutions de la République. Le procureur général voudrait-il ce pouvoir en cassation contre cette procédure en cours? Si c'est le cas, ça sera aussi inexplicable parce que la Chambre de cassation n'analyse pas le dossier dans le fond, mais analyse le dossier au niveau de la forme, les irrégularités qui auraient émaillé le dossier au niveau de la forme. Et si c'est le cas, c'est quand même incompréhensible parce que il serait douté de la fiabilité des juges ou de la fiabilité de comment la procédure a été organisée, ce qui est quand même incompréhensible. Dr Lutango Mutwenzi est en détention depuis mars 2024. Malgré son acquittement par de différentes juridictions, il est toujours sous les verrous. Droits de l'homme à présent, le Burundi a réaffirmé qu'il n'a nullement besoin de la présence d'un envoyé spécial des Nations Unies chargé des droits de l'homme sur son territoire. S'exprimant ce lundi lors de la 80e session de l'ONU, le ministre burundais des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, a dénoncé les rapports régulièrement publiés par cet envoyé, les qualifiant de mensongers suivis. En qualité de membre du Conseil des droits de l'homme, le Burundi s'inscrira toujours en faux contre toute forme d'hiérarchisation et instrumentalisation politique des droits de l'homme. À cet égard, nous dénonçons les mécanismes spéciaux qui sont parfois imposés à certains pays, dont le Burundi, pour des raisons plutôt subjectives. C'est pourquoi je réitère la demande du Burundi de retirer l'initiative du mandat du fameux rapporteur spécial des droits de l'homme dans mon pays, qui depuis 10 ans publie des rapports biaisés et tendancieux sur le Burundi, comme si le Burundi et l'OTAN sont depuis lors figés. Monsieur le Président, au Burundi, nous avons fourni des efforts remarquables pour renforcer l'état de droit, lutter contre l'impunité et promouvoir les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Des progrès notables ont été reconnus par plusieurs partenaires, aussi bien bilatéraux que multilatéraux, comme en témoigne notre coopération constructive avec ces derniers. Cependant, le rapporteur spécial ne semble pas remarquer ces avancées. Je vous le disais en titre, le retard de paiement des caféiculteurs cette année est dû au nouveau système de paiement introduit par le gouvernement reposant sur une digitalisation des données via la plateforme numérique Mediabox. Des responsables des centres de dépulpage et lavage de café dénoncent un ralentissement du processus de paiement, estimant que ce système est bien moins efficace que les méthodes traditionnelles utilisées jusque-là. Clovis Nyonzima pour plus de détails. La campagne café au Burundi se tient généralement une fois par an. Elle débute en février et s'achève en février de l'année suivante. Selon un des responsables de station de lavage de café interrogé par la RPA, le processus habituel consiste à commencer à payer les producteurs dès le mois de juin
une fois que le café a été réceptionné. Jusqu'à récemment, les problèmes de paiement étaient rares car environ 2/3 des acheteurs opéraient de manière indépendante, disposant de leur propre station de lavage. Cela leur permettait d'acheter du café cerise directement auprès des producteurs en fonction de leur trésorerie et de les payer rapidement sans devoir passer par des circuits longs ou complexes. En revanche, les retards de paiement étaient principalement observés chez les producteurs qui vendaient leur café aux usines de l'État gérées par l'Office de développement du café du Burundi, ODECA, lesquels ne représentent qu'un tiers du secteur. Toutefois, notre source nous informe que l'État a récemment mis en place un nouveau système de suivi d'achat du café cerise dans toutes les stations de lavage en s'appuyant sur une plateforme numérique appelée Mediabox, déjà utilisée lors du récent recensement général de la population. Ce système numérique censé moderniser le secteur est en réalité à l'origine des retards de paiement, affirme ce responsable. En effet, les acheteurs de café ne peuvent plus payer les producteurs tant qu'ils n'ont pas reçu une autorisation de l'ODECA, ce qui ralentit considérablement la procédure et pénalise directement les producteurs. Ces derniers, qui ont investi temps et argent dans leur culture, se retrouvent sans revenu pendant plusieurs mois. Dans le souci de mieux comprendre les démarches entreprises par l'ODECA pour accélérer le paiement des caféiculteurs toujours en attente, la RPA a contacté Oscar Wikunda, directeur de l'ODECA à Gitega. Joint par téléphone, il a refusé de s'exprimer sur le sujet à distance, nous invitant plutôt à le rencontrer en personne dans ses bureaux. Dans notre prochaine édition, nous vous dévoilerons plus en détail comment ce nouveau système ralentit le paiement des producteurs et les autres obstacles auxquels sont confrontés les propriétaires de stations de lavage dans son utilisation. Clovis Mionzima, sont-ils à présent les appuis habituels accordés au pays dans le domaine de la lutte contre le sida pourrait diminuer, ce qui risque d'entraîner dans les jours à venir des difficultés dans ce secteur. Le secrétaire exécutif permanent de l'institution publique chargée de la lutte contre le VIH-Sida l'a indiqué ce mardi lors d'une réunion organisée par le ministère de la Santé publique en collaboration avec l'ONU-Sida afin d'évaluer les moyens mobilisés pour combattre cette pandémie. Le docteur Jean-Baptiste Nzolilo Ngangouze a précisé que la plus grande partie des fonds reçus est consacrée aux soins des personnes vivant avec le virus, à la prévention de nouvelles infections ainsi qu'à la lutte contre la stigmatisation. Environ 85% a été affecté dans les soins et traitements, donc l'achat des médicaments ARV pour les personnes vivant avec le VIH, ainsi que les soins pour ces personnes, donc les examens de laboratoire pour suivi de la charge virale et autres. C'est surtout ce défi que beaucoup de financements viennent des partenaires. Et voilà, une fois que les partenaires diminuent les financements à la réponse au VIH, on est limité dans nos activités de chaque jour. Aussi, dans la réponse au VIH, on a trouvé que les activités préventives, donc la mobilisation de la population, la sensibilisation pour la prévention contre le VIH, n'ont pas été beaucoup appuyées pendant ces 3 années comparativement aux autres aspects, alors que la prévention, le dépistage pour le VIH sont les aspects phares dans l'éradication du VIH. En 2021, les moyens utilisés pour la lutte contre le sida au Burundi s'élevaient à 65 milliards de francs burundais. En 2022, cette somme est passée à 83 milliards, tandis qu'en 2023, il est de plus de 102 milliards de francs en burundais sur cette somme. Le Burundi n'a contribué qu'à un peu plus de 5%, tandis qu'environ 60% provenaient des États-Unis. Mais ce pays a récemment suspendu son aide dans le secteur de la lutte contre le sida. Cela intervient alors que dans le pays, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida vient d'annoncer une recrudescence des infections, notamment parmi les jeunes et d'autres groupes vulnérables. Santé toujours, l'épidémie de la variole du singe Mpox a nettement reculé au Burundi et ne suscite plus la même inquiétude qu'auparavant. C'est ce qu'a déclaré le docteur Oscar Nihabose, secrétaire permanent au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Il s'exprimait ce mercredi lors d'une conférence de presse organisée pour dresser le bilan de la campagne nationale de lutte contre le Mpox. Il a précisé que le ministère a également formé son personnel
personnel sur la prévention et la prise en charge de cette maladie, ainsi qu'à d'autres épidémies similaires. Suivez. Et le ministère de la Santé publique, à travers son centre des opérations d'urgence de santé publique, avec l'appui des partenaires, sont en train d'organiser un atelier de capitalisation des acquis. Il faut signaler que avant le projet, on avait le lancement du projet, il y avait beaucoup de cas, à plus d'une centaine, et aujourd'hui nous tournons autour d'une cinquantaine. Ça, c'est déjà une avancée, c'est que les moyens qui ont été utilisés nous ont permis d'accroître les capacités à tout le niveau, que ce soit les capacités au niveau de la coordination, les capacités au niveau de la prise en charge, mais aussi au niveau de l'engagement communautaire, ce qui nous a permis de réduire ces cas. Je disais aussi que ce projet nous a permis de renforcer les capacités, les compétences de nos ressources humaines, mais aussi le renforcement des capacités organisationnelles en termes du renforcement des structures de prise en charge de cette maladie. Par ailleurs, le docteur Oscar Niabose a souligné que le nombre de cas enregistrés a fortement diminué. Toutefois, il a insisté sur la vigilance à maintenir afin d'éviter l'apparition de nouvelles épidémies au Burundi. Comme vous le savez, le Burundi est entouré par plusieurs pays qui ont connu ou qui continuent de connaître ces maladies, et comme le Marburg il y a quelques mois en Ouganda, l'épidémie d'Ebola en Tanzanie, et actuellement il y a l'Ebola qui sévit au Kasaï en République démocratique du Congo. En termes de distance, on dirait que le pays, le Burundi, est plus relativement loin de la zone atteinte, mais avoir la configuration géographique du pays, les frontières qui sont poreuses, considérant aussi la mobilité des populations dans ces pays, il y a à signaler que le Burundi, notre pays, est à risque élevé d'être attaqué par cette épidémie. Et au niveau du ministère, avec les fonds du gouvernement et les appuis des différents partenaires, nous sommes à l'œuvre. Nous travaillons d'arrache-pied pour renforcer la surveillance au niveau des frontières, et renforcer nos infrastructures, notamment les centres de prise en charge. Je signalais par exemple le centre de prise en charge de Mudugu qui est en train d'être mis à niveau, de recevoir de tels cas, s'il advenait qu'un tel cas survenait au Burundi. Et nous lançons un appel à toute la population qui nous suit de relever le niveau de vigilance et surtout de respecter les mesures d'hygiène qui ont été toujours prescrites par les services techniques du ministère de la Santé publique, tout en leur rappelant de consulter les structures de soins les plus proches chaque fois qu'il y a quelque chose qui les inquiète. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Dans cette édition, nous revenons sur la pénurie de bancs et de matériel scolaire qui compromet l'apprentissage des enfants au cœur de la société. Vous est présenté aujourd'hui par Jean-Marie Ndabashinze. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Après 2 semaines de la rentrée scolaire 2025-2026, dans plusieurs écoles de province du pays et de la ville de Bujumbura, la pénurie de bancs, pupitres pour les élèves et les enseignants se fait toujours sentir. Le ministre de l'Éducation s'était engagé à ce que le problème ne se reproduise plus cette année scolaire. Cependant, tant chez les enseignants que chez les parents, peu de confiance est placée dans la mise en œuvre de cette décision. Si la situation reste telle qu'elle, quelles en seront les conséquences pour les enseignants, les élèves et l'éducation? Nous aurons des réponses à ces questions dans ce magazine de ce mercredi le 1er octobre 2025, présenté par Jean-Marie Ndabashinze. Bienvenue. Le grand nombre d'enfants dans les écoles ainsi que le manque du matériel scolaire, tant pour les élèves que pour les enseignants, empêche un bon apprentissage.
Les parents et les enseignants craignent que si rien n'est fait rapidement, les cours dispensés ne produisent aucun effet. Un reportage préparé par notre confrère de la RPA, Désiré Hatungimana. Les bancs pupitres, le matériel didactique pour élèves et enseignants sont indispensables pour la bonne marche de l'enseignement. Au lancement de l'année scolaire 2025-2026 au lycée de Wuhiga en commune d'Ongozi dans la province de Butanyerera, le 15 septembre, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, François Habyarimana, a indiqué que leur objectif est 0 enfants mal assis à la fin de cette année scolaire. Le matériel didactique sera donné à tous les enfants des écoles publiques, mais aussi pour les écoles non publiques. Nous voulons ensuite vous informer que les directeurs des écoles partout où ils sont doivent tout faire pour que le matériel didactique arrive à destination parce que nous avons constaté qu'il y a du matériel que nous distribuons qui est vite vendu dans les marchés, surtout dans les villes. C'est pourquoi nous demandons aux autorités administratives et policières de nous aider pour éradiquer cette pratique des éducateurs qui ont perdu l'éthique et la morale. Nous avons pris la décision de travailler sans relâche pour que la campagne Zéro enfant mal assis soit une réalité à la fin de cette année scolaire dans tout le Burundi. 2 semaines après la rentrée scolaire, les signaux ne sont pas ouverts. Les enseignants eux-mêmes indiquent qu'ils rencontrent des difficultés énormes dans l'accomplissement de leur travail suite au grand nombre d'élèves dans les classes. Ça ne marche pas parce que les élèves sont trop nombreux dans la classe. Nous avons seulement 3 dans une seule classe. C'est difficile de dispenser la leçon dans ces conditions. Quand on donne la leçon, beaucoup d'enfants ne suivent pas parce qu'ils sont nombreux. Ici à l'école, la sécurité est totale, mais nous ne sommes pas en train d'enseigner correctement suite aux nombreux élèves et au manque de bancs pupitres. Certains élèves se fait par terre et ne parviennent pas à suivre la leçon, préférant jouer, ce qui ne favorise pas un bon enseignement. Et ça nous affecte aussi parce que quand les enfants ne sont pas dans de bonnes conditions, il est difficile de bien enseigner. Les parents sont également inquiets. Cette maman indique que le rendement sera médiocre pour leurs enfants si rien ne change. Les enfants ont un problème d'être trop nombreux en classe, ce qui les empêche de suivre leurs enseignants. Il y a ceux qui s'assoient même par terre. Il est impossible aux enseignants de faire un bon suivi, d'envoyer les enfants au tableau tellement les élèves sont trop nombreux. Moi, je venais juste voir comment mon enfant suit les cours, mais j'ai trouvé que c'est difficile d'enseigner dans ces conditions. Ils sont trop nombreux dans une seule classe. Les parents et enseignants demandent à l'État de construire de nouvelles écoles avec des bancs pupitres en suffisance pour que les enfants se sentent à l'aise. Les experts en éducation s'inquiètent de la pénurie des bancs dans les écoles car elles comportent avant tout le droit fondamental de l'enfant. Zéro Erali Nibizi qui suit de près la question éducative au Burundi, un enfant qui étudie dans une école où il n'est pas installé confortablement est plus susceptible de décrocher. Un élève qui va en classe sans banc pupitre, ça revient à dire que pratiquement, là, c'est violer les droits de l'enfant. Il y a un minimum qu'il faut offrir, c'est étudier en toute sécurité, mais aussi l'enseignant, il aurait des difficultés à encadrer des élèves qui sont assis dans une position pareille. Ça revient à dire que préparer une année scolaire, appeler, inscrire des enfants dans des classes qui manquent de bancs pupitres, c'est d'abord manquer de respect. Et aux parents qui les envoient et qui payent pour eux, qui investissent pour eux, mais aussi c'est aussi l'éducation de ces enfants et créer un très mauvais antécédent pour l'avenir et pour l'appréciation de la qualité de l'éducation, car un enfant qui aura étudié dans ces conditions et qui va grandir comme ça comprendra que avec du n'importe quoi, tu ouvres une école, tu ouvres une classe, tu accueilles les élèves et les parents ne protestent pas, les professeurs ne protestent pas parce qu'il n'y a pas de citoyenne.
c'est que pour les cas de classe, c'est quand même ridicule d'ouvrir une classe sans les enseignants. Une fois dans une classe sans enseignants, le directeur ou le maître responsable sera obligé de tenir cette classe et abandonner les tâches qui sont assignées au directeur d'école. Mais aussi, abandonner une classe sans enseignants, laisser les enfants à eux-mêmes, ils peuvent se battre, ils peuvent personne n'est là pour les encadrer. Là, on parlait là de la sécurité des enfants, de l'environnement de l'apprentissage pour la classe et pour les autres classes. Les enfants qui étudient dans de telles conditions ont du mal à suivre correctement les cours et assimiler les connaissances qui leur sont transmises. Cela constitue un obstacle pour les enseignants car les élèves sont nombreux et n'acquièrent pas les savoirs essentiels. C'est encore le constat de la Linivizi qui suit de près la situation éducative au Burundi. Dans une école comme celle-là, sans sécurité pour les apprentissages, une école sans enseignants ou enseignants suffisants, une école sans bon pupitre, sans matériel, vous comprenez qu'à la fin de l'année, on a le résultat qu'il fallait attendre, c'est-à-dire l'enfant sera poussé vers la classe suivante. On fait monter l'élève, mais on ne va pas tenir compte de ses capacités intellectuelles, de ses capacités, de ses connaissances pour le faire avancer. Parce que nous sommes dans un contexte d'une politique de promotion collective à avancer pour que d'autres élèves, je dirais d'autres victimes du mauvais système, pour que d'autres victimes du mauvais système avancent, viennent en première année, ils poussent les autres pour qu'ils évoluent, sans toutefois garantir à ces enfants des connaissances et des compétences lesquelles s'obtiennent par le livre, s'obtiennent par le matériel didactique, s'obtiennent par un enseignant bien formé. Il y a en fait tout un arsenal de paramètres qui manquent à cette rentrée scolaire et qui ne permettent pas aux enfants burundais d'apprendre en toute sécurité et d'avoir des connaissances, des connaissances, mais aussi des compétences et un encadrement pédagogique adéquat permettant d'espérer un rendement appréciable à la fin de l'année scolaire. Vous l'aurez compris, s'il y a un effet rapidement et que les écoles restent confrontées à la pénurie de bancs, cela n'apporte aucun bénéfice aux élèves, à l'enseignant ni aux parents qui les envoient à l'école. Les conséquences seront graves pour le pays qui ne pourra pas former des talents de demain. C'est ainsi que se termine le magazine Kwisoko. Rendez-vous mercredi prochain. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mercredi 1er octobre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dozan Mozaneza. Excellente soirée chez vous. Au revoir.